Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 36. Je te parle d'un top 10 des erreurs sommeil que j'entends, que je vois, que je lis sur les réseaux sociaux encore beaucoup trop souvent à mon goût. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Donc oui, aujourd'hui, on parle du sommeil proprement dit. C'est des choses que j'aime bien faire quand je fais des épisodes solo. Parce que, après tout, la mission Bedaine Urbaine, c'est d'outiller les parents d'aujourd'hui avec des trucs de sommeil fiables, sécuritaires et qui correspondent au parenting d'aujourd'hui. Et il y a encore beaucoup trop de discours que j'entends, constate, que je lis sur les réseaux sociaux qui se partagent à l'intérieur des tribus familiales, c'est-à-dire d'une belle maman à une belle fille ou encore entre amis. Et là, j'aimerais qu'on mette enfin les points sur les i, les barres sur les t, selon mon humble avis, toujours, hein, j'ose croire que tu sais, comme tu m'écoutes, c'est toujours un peu teinté de mon expérience et de ma vision du sommeil de l'enfant. Mais je pense que si tu prends le temps de m'écouter jusqu'à la fin, tu devrais être d'accord avec la majorité des points que je m'apprête à adresser aujourd'hui. La première erreur sommeil que je vois trop souvent, et là, c'est peut-être plus au niveau des philosophies différentes véhiculées, c'est qu'il y a des philosophies encore dans le monde du sommeil qui vont prôner les résultats plutôt que la compréhension du défi sommeil. Je m'explique, OK? Il y a encore beaucoup trop de messages véhiculés sur le sommeil de l'enfant qui correspondent à un quick fix, à des solutions rapides, à quelque chose pour mettre un pansement sur le bobo sans nécessairement comprendre ce qui a causé le bobo à la base. Donc, c'est souvent des philosophies avec des formules pré-mâchées, des formules où on va demander à l'enfant de s'adapter à une méthode plutôt que d'adapter le plan de match aux besoins et à la réalité, au stade de développement de l'enfant. Puis ça, moi, je trouve que c'est un peu d'essayer de mettre un pansement à Flash McQueen. Et là, oui, je viens de faire un sérieux throwback dans ma vie à moi. Jacob Olivier était mon garçon. Jacob Olivier, mon garçon. À l'époque, c'était Flash McQueen, donc c'est des pansements Flash McQueen sur des bobos imaginaires. Donc, c'est pour ça la référence qui est peut-être plus tant d'actualité, mais qui est tellement d'actualité dans ma vie à moi que je me permets de la passer ici. Donc, c'est un peu de mettre un pansement Flash McQueen sur quelque chose, une plaie ouverte qui nécessiterait tellement plus de soins. C'est de vouloir banaliser, en fait, les besoins d'un enfant par rapport au sommeil, des besoins d'être sécurisé, des besoins de proximité, des besoins nutritionnels, bien entendu, pour ne pas les nommer, des besoins de réconfort, des besoins de comprendre que quelqu'un qui veille sur lui sans nécessairement être avec lui. C'est parfois des problèmes physiques qui peuvent peut-être empêcher un enfant de bien dormir. Hein, on parle des babys, des bébés qui ont aux problèmes qui les rendent irritables, qui effectivement peuvent être des choses qui vont l'empêcher de bien dormir, mais plutôt que de se poser la question pourquoi il dort pas, c'est qu'on va se poser la question qu'est-ce qu'on ferait bien pour qu'il dorme enfin? Mais je me permets un parallèle avec le sommeil adulte. Tu sais, oui, OK, je fais de l'insomnie, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, de prendre des somnifères, ça reste, on patche le bobo. Pourquoi tu fais de l'insomnie? C'est quoi l'hygiène de sommeil? Y a-tu des défis actuels dans ta vie qui t'empêchent de bien dormir? C'est-tu plus au niveau du stress? C'est-tu plus au niveau anxiété? Là, je suis pas en train de faire des diagnostics à personne, je suis pas psychologue, mais vous comprenez que de comprendre pourquoi on fait de l'insomnie, plutôt que juste essayer de patcher le bobo avec la pharmacologie, qui serait de prendre la prise de médicaments, je trouve que c'est de banaliser, en fait, non seulement l'importance des saines habitudes de sommeil, mais c'est aussi de banaliser, de dire, je prendrais pas vraiment le temps de comprendre pourquoi tu dors pas, pourquoi tu te réveilles autant, pourquoi tu dors mieux dans mes bras que dans un lit habituel à l'horizontale. C'est vraiment plus de trouver la solution plutôt que de comprendre l'étymologie, j'écoute dire, de comprendre le besoin qui se cache derrière tout ça. Puis ça, c'est encore des philosophies qui, selon moi, sont beaucoup trop véhiculées. C'est sûr et certain que dans la philosophie bédaine urbaine, on a une partie où on se met en mode solution parce qu'effectivement, on veut des résultats. On veut, à un moment donné, amener l'enfant à dormir plus, à dormir de façon plus en continu, de façon plus sereine, de façon plus sécuritaire. Mais il y a quand même aussi une partie que je me plais à expliquer, de dire, mais tu sais, tu comprends-tu pourquoi ton enfant aime mieux s'endormir au sein? Pourquoi, si lui avait un droit de vote, il préférerait dormir avec toi en cours de dos sécuritaire?
pourquoi les siestes sont souvent plus difficiles à stabiliser que le dodo de nuit. Fait que, tu sais, je trouve que c'est d'avoir un heureux mélange des deux, sans nécessairement de faire des parents, des doctorants en sommeil, là, c'est pas ça du tout l'objectif, mais d'avoir un juste milieu entre la théorie puis le pratico-pratique. Je trouve qu'il y a des approches qui se trouvent encore dans la théorie de, tu sais, tu lis un livre puis le premier chapitre, c'est parlons du cycle du sommeil. C'est parce que ça fait 3 semaines que je suis fatiguée. On peut-tu tomber dans des trucs qui vont m'aider à mieux comprendre sans nécessairement pousser trop loin les explications pour pas m'endormir? Tu catches le jeu de mots ici, mais sans nécessairement tout banaliser puis dire, ben, allez, c'est pas compliqué, ton enfant, tu le laisses dans son lit, tu le laisses pleurer, puis c'est tant de temps d'éveil, c'est tant de temps de sieste, puis c'est toi le patron, puis si tu le reprends, ben, ton enfant, il va comprendre que plus il pleure fort, plus tu arrives plus vite. Les histoires de caprice, les histoires de chantage, tu sais, il y a comme un juste milieu à aller chercher entre trop outillé et pas assez outillé, d'être trop dans l'action et trop peu dans la compréhension. Moi, je pense que c'est tout à l'intérêt du parent de mieux comprendre pour mieux intervenir. Fait que ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais dans le mode solution, mais ça veut dire que je trouve qu'il y a des philosophies qui vont être trop dans le mode solution sans nécessairement prendre le temps de bien comprendre le besoin de l'enfant derrière ces multiples réveils, ces siestes trop courtes, ce besoin de proximité, ces endormissements au sein qui se passent tant paisiblement versus des endormissements autonomes qui sont un petit peu plus compliqués. Et ça, je trouve que c'est la première erreur souvent qu'on fait dans le sommeil de l'enfant, c'est de vouloir trop trouver la solution au problème sans nécessairement comprendre c'est quoi la dynamique derrière ce besoin-là. Autre erreur que je vois trop souvent, ça s'adresse un peu aux réseaux sociaux pour lesquels je porte une relation amour-haine indéfinie, en ce sens que autant j'aime les réseaux sociaux, non seulement j'aime créer du contenu, j'aime consommer du contenu, autant je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas derrière les réseaux sociaux. Je vous donnerai bien mon humble avis là-dessus, mais encore là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais la deuxième erreur que j'aimerais exposer aujourd'hui dans le balado, c'est que souvent, on va choisir une philosophie sommeil en fonction du nombre de followers, en fonction de qu'est-ce qu'on a entendu, en fonction de la qualité des visuels, du nombre de vues sur un reel. Ça, je trouve que c'est un peu biaisé en ce sens que y a rien de plus facile que d'avoir des followers sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu sais, mais ça s'achète même des followers. C'est pas en fonction de la notoriété que cette philosophie-là semble avoir qu'on devrait choisir cette philosophie-là. C'est sûr qu'entre amis, on va se faire des références. Hey, moi, j'ai essayé ça, ça a fonctionné. Ça fait partie du cerveau collectif, ça fait partie de l'humanité, ça fait partie de cette fameuse relation d'aide-là qui existe entre des humains avec qui on partage des grands et des petits bouts de vie. Mais tu sais, encore là, si une amie te réfère une philosophie, ça veut pas dire que c'est nécessairement celle qui te ressemble en tant que maman, en tant qu'humaine, ou plus loin que ça, même si ça te ressemble à toi, c'est peut-être pas la philosophie dont ton bébé a besoin pour le moment. Fait que je trouve que de ne pas s'arrêter à un nombre de followers ou à la notoriété ou encore de dire hey, ça vient d'un autre pays, ça doit donc bien être plus intéressant, plus avancé que chez nous. Je trouve que ça manque justement de jugement par rapport à tout ça. Bon, le jugement peut être quand même biaisé avec le manque de sommeil, mais c'est pour ça qu'on parle toujours de la prévention chez Beden Urbain, de commencer à voir qu'est-ce que toi, tu as le goût d'entendre, qu'est-ce qui, toi, te fait du bien, qu'est-ce qui, toi, t'aide à te dédramatiser, à te sécuriser, à te réconforter, à te mettre en confiance au niveau des habitudes de sommeil de ton enfant avant même d'arriver à avoir des troubles de sommeil ou des défis sommeil, devrais-je dire, parce que les troubles de sommeil souvent sont gérés avec les professionnels de la santé. Nous, notre rôle de consultant de sommeil, c'est de gérer des défis sommeil, qu'on peut appeler aussi de l'insomnie comportementale, c'est-à-dire un enfant qui pourrait dormir, mais qui dort pas au top de sa performance. Donc, que ce soit la référence d'une amie, que ce soit encore pire avec des résultats garantis dans un délai donné, ça, je trouve aussi que c'est un autre excellent coup marketing que de garantir des résultats, bien entendu, mais encore de garantir les résultats sur un processus. C'est un peu comme garantir une psychothérapie tellement efficace que la peine d'amour est gérée en dedans de 3 jours. C'est un peu la même chose que de vendre des formules miracles qui te font perdre du poids en dedans de 3 jours. Pour certaines personnes, ça va fonctionner. Je suis pas en train de dire que ceci est un gros mensonge. Je suis en train de dire que si ça fonctionne pas en dedans de 3 jours, souvent, l'impression qu'on va avoir, c'est notre bébé est pas capable, notre bébé dormira jamais,
ou encore ça doit être moi en tant que maman qui fait quelque chose de pas correct. Je trouve que ça met une certaine pression de réussite, alors que la pression de réussir, c'est un peu l'ennemi juré du sommeil, puisque pour avoir des saines habitudes de sommeil, pour qu'un enfant puisse s'abandonner vers le sommeil, ça prend un climat beaucoup plus sécurisant que stressant. Fait que je trouve que les résultats garantis, c'est peut-être rassurant pour certains parents de dire, ben, tu sais, si j'investis un certain nombre, un certain montant dans cette philosophie-là, dans cette formation-là, dans ce service-là, je vais pouvoir récupérer mon argent si jamais ça fonctionne pas. Mais je trouve que c'est, encore une fois, de banaliser l'importance des besoins qui se cachent derrière les défis sommeil d'un enfant. Là aussi, je pourrais, ça coûte plus cher, plus efficace. Oui, pas nécessairement. Hein, il y a même des approches qui, quand tu vas sur leur site Internet, une consultation va coûter, je dis n'importe quoi, 150 $, mais pour parler à la personne en charge de l'entreprise, là, c'est 350. Comme si la personne à 350 avait vraiment le truc magique qui faisait que ça fonctionnait pour tous les enfants de la planète dans un court laps de temps. Fait que, tu sais, c'est pas parce que ça coûte plus cher que les résultats sont garantis, qu'ils ont plus de followers, que ça vient d'un autre pays ou que ta meilleure amie te l'a référé, que c'est nécessairement l'approche qui, toi, te parle ou qui convient à ta dynamique familiale. Autre erreur qu'on fait trop souvent, la troisième erreur que je constate, c'est de penser qu'un bébé va dormir comme un adulte. On fait trop de parallèles avec le sommeil de l'humain en général et le sommeil de l'enfant. Il y a souvent des trucs qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux que j'entends, puis ça, c'est vraiment des trucs souvent qu'on va utiliser pour gérer des troubles de sommeil à l'âge adulte. Je prends l'exemple de l'insomnie. L'insomnie qui est un problème de réendormissement souvent au cours de la nuit. On va se réveiller la nuit sans nécessairement être capable de se rendormir. Donc, on va inviter ces patients-là à essayer d'augmenter le plus possible la pression sommeil, c'est-à-dire de retarder l'heure du coucher pour essayer d'avoir une pression plus forte et essayer de regrouper le plus possible les heures de sommeil dormies sans nécessairement avoir une longue période d'éveil en période nocturne. Donc, il y a des approches qui, dans le sommeil de l'enfant, vont prôner ce genre de conseils-là. Couche-le plus tard, il va mieux dormir. Souvent, ça peut fonctionner sur un court terme parce que l'enfant est tellement fatigué, effectivement, qu'il va dormir. Mais l'enfant n'apprend rien. Puis on n'apprend rien sur les habitudes et les besoins de sommeil de l'enfant. On fait juste un copier-coller de ce qui peut fonctionner pour les adultes. Puis on fait un copier-coller dans la routine de l'enfant, mais on oublie trop souvent que un bébé, c'est pas un mini-adulte, c'est un bébé. C'est un bébé humain, c'est un enfant humain. Puis heureusement, là, on a de plus en plus d'études, on a de plus en plus de recherches qui sont au niveau du développement de l'enfant. Il y a de plus en plus de choses qu'on comprend sur le développement de l'enfant, sur ses besoins, sur ses capacités de compréhension, le développement cognitif, etc. Mais encore, ces erreurs-là se font beaucoup trop souvent de comparer le sommeil adulte au sommeil de l'enfant. Même chose, un conseil qu'on va donner pour les gens qui souffrent d'insomnie. Souvent, on va dire, passez le moins de temps possible dans le lit, de réserver le lit uniquement pour le sommeil. Mais là, on va dire, laissez pas vos enfants jouer dans leur lit. Après ça, ils seront plus capables de faire la différence entre jouer dans le lit et dormir dans le lit, ce qui est complètement faux parce que, en fait, plus un enfant va se sentir sécurisé dans son environnement, plus il y a des chances que les saines habitudes s'intègrent dans sa routine, plus il va se sentir sécurisé, plus l'abandon au sommeil va devenir quelque chose d'évident à faire. Je dis pas que c'est juste parce que vos enfants vont jouer dans leur bassinette que nécessairement ils vont se sentir sécurisés et mieux dormir, mais quand même, vous voyez qu'il y a des parallèles qu'on fait souvent avec le sommeil de l'adulte et le sommeil de l'enfant qui ont absolument pas lieu d'être. Ça prend vraiment une approche sommeil de l'enfant et non pas une approche sommeil globale pour être capable d'accompagner un enfant vers des saines habitudes de sommeil. Quatrième erreur que je vois régulièrement, c'est souvent de penser qu'une philosophie, qu'un plan de match ou qu'une approche va fonctionner aussi bien pour un autre membre de la fratrie que ça a fonctionné, par exemple, pour le premier. Hein? Puis ça, il ne faut pas s'en vouloir souvent. Moi, j'ai juste un enfant. Mais souvent, ce que je constate avec ma pratique de consultant de sommeil, c'est fait qu'on a voulu refaire la même chose. Ou encore, notre premier faisait ses nuits à 4 mois, je comprends pas pourquoi le lit dort pas, il est rendu à 2 ans et demi. Il faut toujours garder en tête que même si on a pris la même recette, on a peut-être eu un moule à gâteau différent. Puis les plans de match qui fonctionnaient pour un enfant ne fonctionneront pas nécessairement pour le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est vrai aussi ça a fonctionné pour les 3 premiers, puis le quatrième, ça fonctionne pas. Fait qu'il faut vraiment adapter, en fait, nos interventions sommeil. Puis là, ça revient un peu à la première prémisse de mieux comprendre pour mieux intervenir.
Hein? Je prends un autre exemple. Il y a pour un membre de la fratrie pour qui je dis n'importe quoi, ça va être très facile en mathématiques. Ben, le deuxième va peut-être avoir besoin de plus d'aide en mathématiques. Il y en a un qui va être très grand sportif. L'autre, on a beau essayer de lui montrer, de lui ouvrir les portes à n'importe quel sport, ben lui, il peut être tout un peu son niveau artistique. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Absolument pas. Ça n'a rien à voir avec les capacités de l'enfant. C'est juste qu'il faut toujours penser que ce qui fonctionne pour un fonctionnera pas nécessairement pour un autre. Je vous dis pas que ça ne fonctionne jamais, en ce sens que mon premier conseil serait de dire, ben, essaye ce que tu as fait pour le premier, essaye de voir si ça fonctionne avec le deuxième. Mais ça, après ça, de tomber dans l'acharnement que ça fonctionne pour le deuxième parce que ça a fonctionné pour le premier, bien évidemment, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Ou encore, je peux même prendre des naissances multiples, des jumeaux aussi identiques génétiquement soient-ils. C'est possible que ça fonctionne pour un puis que ça fonctionne pas pour l'autre. C'est là qu'on tombe dans l'unicité humaine puis d'avoir la capacité et la flexibilité d'ajuster notre plan d'intervention avec un et avec l'autre sans nécessairement vouloir les rentrer dans le même moule. Je te donne un autre exemple. Il y a plein de monde sur la planète Terre qui adore faire du CrossFit. Puis il y a des gens qui préfèrent, eux, faire du yoga. Et lesquels sont les meilleurs? Absolument l'une. Il n'y a personne de meilleur que l'autre. C'est juste que d'adapter les efforts physiques ou l'activité physique ou les activités physiques qu'on va faire en fonction de nos valeurs est très importante à l'âge adulte. Donc, si on revient au bébé humain, ben d'être capable d'avoir la volonté et la flexibilité de s'adapter en fonction de ce qu'ils ont réellement besoin plutôt que de les faire rentrer dans un moule très précis. Ça reste quand même tout à notre avantage. Et souvent, ça va fonctionner vraiment, j'allais dire plus rapidement. Ça va mieux fonctionner si on a le bon plan de match plutôt que d'essayer de faire rentrer un enfant dans un moule très précis parce qu'on ne connaît pas rien d'autre. Tu sais, ça fait aussi partie de la parentalité que de se renseigner sur les différentes avenues, les différentes approches, puis d'essayer de trouver celle qui convient à l'enfant qui nous a été donné. C'est pour ça. Autre erreur que je vois trop souvent dans le sommeil, c'est vouloir que ça fonctionne le premier soir. Écoutez, il n'y a pas un adulte qui s'imposerait ce genre de discipline-là. Il faut que je perde 5 livres aujourd'hui. Juste comme ça, je t'ai déjà entendu rire, avoue que ça fonctionne pas. T'sais, je vais essayer de travailler sur mes failles et je vais réussir ça d'ici demain. Ouf! Non seulement ça met beaucoup de pression, mais c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible du jour au lendemain de voir des habitudes qui ont été ancrées pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, du jour au lendemain, de voir ces habitudes-là changer d'un bout à l'autre, de passer de noir à blanc en l'espace de 24 heures. C'est souvent ce qu'on va essayer. C'est je suis fatiguée. Là, en fin de semaine, là, on gère ça. En fin de semaine, tu peux commencer. En fin de semaine, si je reprends un parallèle avec l'entraînement physique, en fin de semaine, tu vas t'acheter des runnings. En fin de semaine, tu vas lire sur la course à pied. Et lundi, tu vas commencer peut-être à aller courir ton premier kilomètre. Tu vas peut-être marcher 1 kilomètre aussi. Et c'est sûr que si tu pars avec un marathon, il y a des grosses chances que tu n'aimes jamais la course à pied. Ça ne veut pas dire que le marathon n'est pas atteignable. Ça ne veut pas dire qu'on va tous arriver avec le même plan de match à courir la distance de 42 km qu'est le marathon. Et ça veut juste dire que de vouloir voir les résultats dans le même 24 heures, dans la même soirée, dans la même journée que où on commence le processus, c'est ce qu'on appelle l'acharnement. Puis là, c'est souvent, si je me suis levée, il s'est passé quelque chose dans la nuit, je me sens pas bien. Il faut que ça change. OK, il faut que ça change, mais il faut que ça change, ça veut pas dire qu'il faut que ça change dans un délai trop court. Ça veut juste dire que c'est là que tu commences à te renseigner. Bon, j'en ai parlé. Idéalement, tu t'es renseigné avant pour avoir des bons outils quand viendra le temps, justement, de commencer un processus de modification des habitudes de sommeil qui vise, en fait, à établir des saines habitudes de sommeil. Donc, on se prépare. On amène l'enfant, on se fait un plan de match, on commence par des courts délais, on commence pas à vouloir gérer tout en même temps et on arrête de se mettre cette pression-là de réussir rapidement. Je te donne un autre exemple peut-être un peu plus adapté au développement de l'enfant. C'est aujourd'hui que tu apprends à lasser tes lacets. Damn! Comment écœurer tout le monde, comment être certain que ton enfant à l'âge adulte s'achète uniquement des chaussures avec des scratchs. C'est exactement ça.
Même chose, je te prends un autre exemple. Là, je suis tannée d'allaiter, il faudrait que tu prennes des biberons maintenant. Non, on va commencer à intégrer des biberons doucement dans la routine, mais ça veut pas dire que parce que toi, tu décides que c'est aujourd'hui que ça se passe, que ton enfant est nécessairement obligé de réagir au doigt à l'œil, au doigt et à l'œil, pardon, à ta demande, à ton besoin. On l'entend, ton besoin est top, top. Moi, je suis pas en train de te dire de les camoufler en dessous d'un tapis, de ne plus jamais en parler à personne, puis de faire absolument rien pour que ça change. Ça veut juste dire que la journée où toi, tu as le déclic, ça veut dire que c'est le début d'une aventure, c'est pas la fin de l'aventure. Et quand arrive la fin de l'aventure, ben ça, c'est beau, c'est que personne qui le sait. Il y a des enfants, effectivement, qui, en dedans de 3 jours, vont avoir des habitudes de sommeil qui vont avoir viré du blanc au noir. Mais la majorité des humains ont besoin de douceur, ont besoin de sécurité, ont besoin de répétition, de constance, de cohérence quand vient le temps de modifier des habitudes, particulièrement avec des habitudes aussi sensibles que les habitudes de sommeil. Autre erreur qui est un peu en parallèle avec celle-là, mais de vouloir tout changer en même temps, c'est pas vrai que ça fonctionne plus rapidement. On va allonger les siestes, on va les intégrer dans le lit, on va passer de 673 réveils à 0 réveil. On est en cododo, il passe sa nuit dans sa chambre, il dort très bien dans le porte-bébé, maintenant je suis tannée, on va le faire dormir dans son lit. Ça fait beaucoup de défis en même temps. Puis moi, je fais toujours le parallèle avec ta meilleure amie qui arrive un vendredi soir avec une bouteille de vin puis qui se dit « OK, c'est terminé! Là, j'arrête de fumer, je lâche ma relation toxique, je change de job, je mets à faire du bénévolat. Il faudrait que je perde du poids. Je planifie mon prochain voyage en Italie. Et puis, je vais commencer aussi, je vais changer mon style vestimentaire d'un bout à l'autre. » Ça fait beaucoup de changements en même temps. Puis souvent, ben ça, c'est pas quelque chose qui est soutenable dans le temps. Encore une fois, ça prend toujours des exceptions pour faire des règles. Il y a des humains qui sont très forts sur ce qu'on appelle le cold turkey. Ils se lèvent un matin et c'est terminé. Hein, il y a des gens qui vont, par exemple, arrêter de boire l'alcool. Souvent, il y a eu un événement catastrophique qui est comme un genre de wake-up call qui les amène à vouloir modifier cette habitude-là. Mais j'ai pas le pourcentage, mais le pourcentage d'une première rechute est quand même très haut. Fait que, tu sais, l'idée, c'est quand on a un défi sommeil, c'est oui de le constater, d'aller chercher de l'aide, de se renseigner, de commencer quelque part. Premier endormissement, une sieste. Mais à vouloir tout modifier en même temps, on se donne l'impression que ça va fonctionner plus rapidement. Théoriquement, oui. Moins tu manges, plus tu bouges, plus tu perds du poids. Ça, c'est la théorie. Mais encore là, il y a tellement d'autres facteurs à considérer. La vie en soi est un changement émotionnel, est à considérer aussi. Fait que de vouloir changer tout en même temps, je trouve que ça met souvent une trop grosse pression pour le parent qui se dit, ben là, quand on a une fin de semaine, on a pris 2 semaines de vacances. Fait que là, let's go. On change d'habitude de sommeil de notre enfant, mais c'est parce que, tu sais, les habitudes de sommeil de ton enfant que tu as mis en place pendant les premières semaines, les premiers mois, c'est des habitudes qui te rendaient service. Là, effectivement, tu commences à constater que ces habitudes-là commencent à tourner vers le côté obscur de la force, non? Fait que là, tu te dis, ouais, il faudrait les changer, mais on change pas 9 mois d'habitude en 3 jours. Comme je le dis, c'est possible de le faire. Il y a des enfants qui sont très réceptifs, puis des enfants qui sont plus résilients, qui vont s'adapter plus rapidement. Et la grande majorité des enfants ont besoin d'être accompagnés doucement dans ces processus-là, parce que c'est pas vrai que de tout changer en même temps va donner des résultats plus rapides. Il faut vraiment arrêter de voir ça comme une corrélation parfaite. Ouais, mais si je le fais à tous les jours, à chaque fois qu'il se réveille, il va comprendre bien plus rapidement. Non, parce que ça dépend du besoin, ça dépend de son tempérament, ça dépend de la vie en général. Fait que de vouloir tout changer en même temps est une erreur sommeil fondamentale. Puis il faudrait vraiment arrêter de promouvoir que ça fonctionne plus rapidement parce que souvent, quand on parle d'habitude sommeil, ça va prendre un parent pour aider l'enfant à modifier tous ses repères sommeil-là. Ça prend un parent pour lui montrer comment modifier ses habitudes sommeil. Puis là, à vouloir trop changer en même temps, ben on oublie que le parent compte aussi. C'est lui qui va être réveillé pendant 3 heures le soir. C'est lui qui va l'entendre pleurer. C'est lui qui va l'endormir puis le redéposer 917 fois parce que de le ramener dans son lit en cododo sécuritaire dans lequel il a été pendant les 8 dernières mois n'est plus une option. Maintenant, il dort dans sa chambre. Je trouve que c'est de banaliser le rôle du parent puis l'importance du rôle du parent dans la modification des habitudes de sommeil, de dire, ben, regarde, écoute, toi, tu dormiras quand ce sera le temps. Là, pour l'instant, là, oublie-toi un peu. De toute façon, ça dure juste 3 jours. Puis là, on retombe dans qu'est-ce qui arrive? C'est au bout de 3 jours, ça fonctionne toujours pas.
Souvent, on retombe dans nos vieilles pantoufles, dans nos vieux patrons d'habitude, pour mieux se réveiller 2 semaines après puis dire « Mais ça fonctionne vraiment pas, faudrait vraiment que ça change aujourd'hui. » Et voici le cercle vicieux de l'entraînement au dodo. Autre erreur, et là, je tiens à préciser que je m'excuse auprès des boutiques Clément et tous les articles, les boutiques de puériculture, mais qu'en même temps, je rends vraiment service à ton portefeuille. Arrête d'acheter des trucs pour aider ton enfant à mieux dormir. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui peuvent pas aider. Je suis une amoureuse inconditionnelle de Mocha Toutou, les 2 toutous Mocha Latte, la petite musique, la vraie musique enregistrée qui est incroyable pour une routine de dodo apaisante. J'aime aussi le fameux cadran lumineux, le Oli, pour aider nous tout petits à comprendre la gestion du temps. Il y a des gadgets sommeil qui peuvent être intéressants à intégrer dans la routine. Mais c'est faux de penser que plus cher tu payes ton gadget, mieux il fonctionne, puis que ce gadget-là va t'amener une nuit complète. C'est encore une fois de banaliser les habitudes de sommeil et les besoins derrière les défis sommeil qui peuvent s'interposer dans la vie d'un enfant. La journée où je vais trouver un gadget miraculeux, la journée où ça aurait été prouvé par la NASA et le National Geographic que la lumière rouge peut aider tous les humains à mieux dormir, c'est certain que je lâche le conseil sommeil et que je m'ouvre une usine où on va vous fabriquer les plus belles lumières rouges possibles et inimaginables. Encore une fois, je dis pas que ça peut pas favoriser le sommeil. Il faut arrêter de vendre ça comme des gadgets magiques qui fonctionnent pour tout le monde. Les fameuses loutres qui respirent, les oreillers lourds, les couvertes lestées, encore les couvertures lestées. C'est toutes des choses qui peuvent aider. Mais c'est faux de penser qu'il y en a un qui fonctionne pour tous. Puis c'est un peu ça que je veux soulever aujourd'hui. C'est les fameux coups de marketing de 98% des enfants ont vu leurs habitudes de sommeil changer de A à Z. Complètement faux. J'aimerais vraiment ça voir ces études-là. Parce que, tu sais, la vraie réalité, là, c'est que s'il y avait un truc, un gadget qui vraiment fonctionnait pour tout le monde, puis qui empêchait, qui pouvait favoriser le sommeil des enfants, puis qui empêchait d'avoir des torticolis naissantes, puis du reflux gastro-œsophagien, puis qui les aidait à mieux contrôler le réflexe de Moro, puis qui les amenait à X, Y, Z affaires à mieux dormir. Mais c'est sûr de certain qu'on en aura entendu parler depuis la nuit des temps. Fait qu'il faut arrêter vraiment de se tirer sur les gadgets de sommeil. Encore une fois, il y en a qui sont vraiment mignons. Il y en a qui vont vraiment apaiser les enfants. Il y en a qui vont vraiment favoriser les habitudes de sommeil. Mais il n'y en a pas un. Puis encore une fois, c'est pas parce qu'il coûte plus cher que ça fonctionne réellement. J'ai une courte aparté à faire là-dessus. J'avais assisté à l'époque, déjà quand même quelques années, à une conférence sur les huiles essentielles que encore aujourd'hui j'utilise pour mes besoins personnels à moi. Je trouve que c'est quand même des belles alternatives. Ça ne veut pas dire que je prends plus jamais d'antibiotiques. Là. Quand j'en ai besoin, j'en ai besoin. Mais j'aime beaucoup les huiles essentielles. Puis bon, ça, c'est mon dada, puis ça m'appartient. Et puis, on arrive à la fameuse lavande. Et puis là, la conseillère, elle n'était pas vraiment une aroméopathe, là, c'était vraiment une conseillère. Hey, ça, faut que tu suggères ça à tous tes parents. C'est pas compliqué. J'ai donné une conférence, un atelier. On en a mis en dessous des pieds de l'enfant. Il s'est endormi de même, en claquant des doigts d'un bras de sa mère, pendant que je parlais. Oh, Suzanne, j'ai tant de choses à t'expliquer sur la dernière énoncée que tu viens de me dire. Est-ce que la lavande a des propriétés calmantes? Oui. Est-ce que ça peut favoriser le sommeil? Oui. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on va badigeonner tous les enfants de la planète de lavande puis qu'on n'aura plus jamais de défi sommeil dans les 5 premières années de vie d'un enfant? C'est du mensonge que de vendre ça aux parents. Puis ça me fait de la peine parce que je sais que quand on est fatigué, on est très vulnérable. Puis combien ça coûte? Genre, ça m'en prend combien? On peut-tu acheter ça à coups de litres? Tu sais, je veux dire, je répète la même chose. À l'époque, on se souvient que je suis devenue bedaine urbaine parce que je n'avais pas trouvé les trucs nécessairement qui s'adaptaient à ce que moi, je voulais offrir à mon garçon, puis que j'avais vraiment besoin de mon garçon d'homme, parce que j'étais sur le point de le secouer, pas parce que
parce que j'avais été mal renseignée sur le sommeil de l'enfant et parce que j'avais pas ma tribu bienveillante, parce qu'on se souvient que Jacob Olivier et moi, il est né au Mexique. Donc, je suis devenue cette mère très vulnérable qui aurait gobé absolument n'importe quoi. Tu peux m'aider à faire dormir mon enfant 1 500 $ très peu cher, vas-y. Comme si, encore là, on cherchait la formule magique. Mais la prévention, la compréhension, c'est ce qui est tellement important dans le monde du sommeil, puis c'est ce qu'on oublie trop souvent dans les philosophies peut-être un peu plus populaires, de vouloir juste patcher le problème sans nécessairement se poser la question sur le pourquoi que les défis de sommeil se sont intégrés. Donc, les millions de dollars dépensés en trucs sommeil, je sais pas si t'as le budget puis que tu as le goût, vas-y, teste-les, teste-les, mais de revenir à l'essentiel, que c'est toujours un besoin de sécurité, c'est un besoin de proximité, c'est des besoins nutritionnels, c'est tellement plus que juste une petite lampe rouge ou une petite musique qui peut faire la différence. Une autre erreur sommeil qu'on voit trop souvent, c'est de sous-estimer l'importance du sommeil. Puis là, je pousse plus loin, il y a même des parents qui se sentent un peu valorisés dans leur rôle de parent, comme si être le plus fatigué possible était signe d'être un bon parent. T'sais, les habitudes de sommeil, c'est important pour ton enfant, pour son développement global, c'est important pour toi aussi. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui vont sous-estimer l'importance de leur sommeil à eux aussi, puis qui vont un peu dire, c'est normal d'être fatigué, là, on est des parents. Non, c'est pas normal d'être fatigué. Il y a des périodes dans la vie d'un parent où c'est plus tough, là, ne serait-ce que poussée dentaire, gastro-pie, bouche, otite, bronchite. Bonjour! Déménagement, séparation, les habitudes de sommeil, c'est tellement fragile que oui, effectivement, il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent impacter ces habitudes de sommeil-là. Et je trouve ça plate qu'il y ait des parents qui prennent pas ça au sérieux. Ah, regardez comment il est fatigué, s'est endormi la fesse dans son spaghette. Ça fait un super reel pour tes réseaux sociaux, là. Mais c'est pas, entre guillemets, normal, surtout si ça arrive à tous les jours. Je te dis pas une fois de temps en temps ou une fois que c'était bien drôle, puis on a trouvé ça vraiment cute, là. Mais de sous-estimer l'importance du sommeil. Si ton enfant mange pas, tu vas aller voir une nutritionniste. Si ton enfant a de la difficulté au niveau de son développement moteur, tu vas aller voir une physio, tu vas aller voir une ostéo, tu vas aller voir une kinésiologue. Si ton enfant est typé croche, tu vas aller voir un podiatre. Si ton enfant a un problème de reflux gastro-œsophagien, je ne sais même plus comment dire, dans ce cas, quand même de reflux, problème de digestion, tu vas aller voir le professionnel adéquat pour essayer de l'aider là-dedans. Donc, pourquoi, d'office, le métier de consultante sommeil ne serait pas quelque chose dans lequel tu devrais investir idéalement en prévention ou du moins en état d'urgence pour t'aider à te décoller le nez de l'arbre parce que quand tu es fatigué, tu ne vois plus rien de toute façon. Moi, je trouve que de sous-estimer l'importance des habitudes de sommeil ou de sous-estimer l'importance d'offrir à ton enfant des saines habitudes de sommeil, moi, je trouve que ça me fait de la peine parce que c'est un besoin physiologique primaire. T'arrêterais pas de nourrir ton enfant. Tu te dirais pas, écoute, il veut y aller manger des Cheetos, fait que je donne juste des Cheetos. Tu vas toujours commencer par y offrir un petit brocoli en purée, semi-cuit, blanchi, cru, avec la trempette mayo ketchup. Tu vas tout essayer. Mais pourquoi il y a cette fatalité-là de dire, écoute, on dormira quand ils seront partis. Je veux dire, c'est long avant qu'un enfant parte de la maison. Là, en 2025, on ne sait même pas s'ils vont finir par partir de la maison parce que l'accès à la propriété est tellement rendu quelque chose de précieux et d'inatteignable que peut-être qu'ils vont être là toute la vie. Fait que là, tu vas-tu regarder ton enfant manger toute sa vie des Cheetos puis avoir des mauvaises habitudes de sommeil toute sa vie parce que tu as sous-estimé l'importance ou, encore là, à vouloir trop changer tout en même temps, tu trouvais ça tellement gros de dire, mon Dieu, je sais même plus par où il faudrait que je commence pour qu'il dorme bien. Fait que plutôt que de juste prendre la première marche d'escalier, je vais juste comme mettre un ruban de pas déranger sur cet escalier-là, puis écoute, il dormira quand il dormira. Il dormira quand il dormira. Oui, mais tu sais, pour l'instant, des saines habitudes de sommeil, ça peut quand même être un facteur de protection sur beaucoup de choses dans son développement global, ne serait-ce que son système immunitaire. Tu sais, qu'un enfant dort, moins il y a de chances quand même de contracter des virus. Là, je vous dis pas que ça non plus, c'est un truc magique. Là. La première année à la garderie, ils vont tous pogner de toute façon. Mais quand même, ça aussi, ça peut avoir un impact. Un enfant qui va mieux dormir a plus de chances d'avoir un meilleur développement moteur. Ça veut pas dire qu'un enfant fatigué se développe pas, là. S'il te plaît, comprends où je veux m'en aller avec mes mots, mais d'offrir aux enfants des saines habitudes de sommeil, ça peut grandement améliorer leur développement global. Et je trouve que souvent, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez ou on va juste dire, c'est normal qu'ils ne dorment pas.
Mais c'est pas normal qu'il dorme pas. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il dorme pas. C'est normal qu'il se réveille la nuit. C'est normal qu'il ait besoin de proximité, de réconfort, d'être sécurisé, de manger. Mais c'est pas normal qu'il ne dorme pas. Ou qu'il dorme juste sur toi. Les premières semaines, premières nuits, premiers jours, oui. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu te regardes dans le miroir puis tu n'es plus capable de discerner la fin et le début de tes cernes, ce serait bien là, que tu te mettes un peu à te renseigner sur pourquoi il dort pas et de l'accompagner, justement, pour améliorer ses habitudes de sommeil. 7e erreur, confondre l'autonomie du sommeil et les saines habitudes de sommeil. C'est faux de penser qu'un enfant doit absolument s'endormir seul. Il y a des enfants qui sont accompagnés, qui vont se faire flatter les cheveux jusqu'à temps qu'ils s'endorment et qui vont très bien dormir. L'autonomie du sommeil est un outil parmi tant d'autres pour aider les enfants à avoir ou à établir ou à gagner, ou en tout cas acquérir des saines habitudes de sommeil. C'est pas l'autonomie du sommeil est un processus obligatoire. Ton enfant est obligé de s'endormir tout seul. Ton enfant peut pas s'endormir au sein. Ton enfant peut pas faire du cours de dos sécuritaire. Et peut-être que le cours de dos sécuritaire, toi, c'est quelque chose qui te parle pas du tout. Tu as le droit d'avoir des trucs. Peut-être que toi, tu es tanné de le voir s'endormir au sein, que papa aimerait ça s'intégrer. On a-tu des trucs? Oui, on peut dissocier le sein de l'endormissement sans nécessairement parler d'autonomie du sommeil. On pourrait juste focuser sur le fait que ton enfant, tu vas l'accompagner jusqu'à l'endormissement total, mais le sein, graduellement, on va le soustraire de l'équation quand viendra le temps. Même chose pour la suce. Il y a des enfants qui dorment très bien avec des suces, mais si toi, tu es tanné de te lever 177 fois pour remettre la suce de ton enfant, il y a un processus qui s'appelle le retrait progressif d'une béquille qui peut être mis dans ta routine. Fait que, tu sais, l'idée de faire la différence entre l'autonomie du sommeil et les saines habitudes de sommeil est quand même importante parce qu'il y a des gens qui vont s'empêcher, justement, d'aider leurs enfants à établir ou à acquérir ces saines habitudes de sommeil-là, pensant que l'autonomie du sommeil est un processus obligatoire. En flashiose, là, il n'y a plus rien d'obligatoire dans la vie. J'espère que ça, tu le sais. Tu prends tes propres décisions selon ce que toi, ton ressenti de maman, ton feeling, ton instinct maternel, ton expérience du motherhood, ce en quoi tu crois, ce en quoi tu es capable de mettre en place. Des fois, on choisit des batailles. Je pense entre autres à ma tribu de single mom. C'est beaucoup, des fois, on choisit des batailles. Parce qu'on ne peut pas tout livrer en même temps quand on est le seul parent à charge d'un enfant. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe de dire, si toi, tu crois pas en l'autonomie du sommeil, si tu vois que déjà ça beaucoup trop gros, il y a des baby steps qu'on peut prendre ensemble ou avec une autre membre une membre certifiée de la Tech Miracle ou encore une autre consultante de sommeil qui aura une autre approche. Et il y a toujours façon d'améliorer les habitudes de sommeil et l'autonomie du sommeil n'est pas un processus obligatoire, c'est un outil parmi tant d'autres. Qui peut être intéressant pour certains parents et qui ne peut ne pas convenir du tout à certains parents. Quel parent est meilleur? Aucun des deux! Les deux sont excellents s'ils prennent juste le temps de se renseigner sur les besoins, l'importance du sommeil et de mieux comprendre les besoins de l'enfant pour l'aider à mieux dormir. Autre erreur qui se place souvent, c'est là, on fera pas du cododo, on va être pogné avec ça pour l'éternité. Il n'y a pas une habitude qui ne peut pas être modifiée au fil du temps. Il y a des habitudes qui sont plus difficiles à modifier que d'autres. Il y a des habitudes qui sont ancrées depuis plus longtemps que d'autres, donc qui sont plus difficiles à modifier. Mais il n'y a pas personne sur la Terre qui n'est pas capable de modifier ses habitudes de sommeil avec le bon encadrement, le bon plan de match, avec beaucoup de répétitions, de patience, de constance et de cohérence. Fait arrêtez de penser que parce que là, il s'endort au sein, vous allez être pogné avec ça pour l'éternité. Je vous annonce qu'à un moment donné, ton enfant ne voudra plus être allaité. Arrêtez de penser que le cododo, si un jour vous mettez votre enfant dans votre lit, vous allez être pogné avec ça pour l'éternité. C'est absolument faux. À un moment donné, votre enfant va vouloir son intimité, va vouloir dormir dans sa chambre. Mais, oui, effectivement, la journée où tu veux mettre fin au cododo parce que ça ne te convient plus, parce que ton enfant prend trop de place, X, Y, Z raison, pas du jour au lendemain, tu vas dire « Hey, excuse-moi maintenant, c'est dans ta chambre. » C'est ce soir-là qu'on va commencer doucement à essayer d'intégrer ton sommeil dans ta chambre. Puis si ça ne fonctionne pas, on aura toujours un plan B de revenir au cododo. Puis on va faire ça graduellement avec le bon plan de match. Je vais t'accompagner à modifier cette habitude-là sans nécessairement exiger que tu changes ça du jour au lendemain. Parce que je le rappelle, tu t'exigerais pas ça à toi non plus. Top, top, moi. Et dernière erreur que je vois trop souvent et que ça, j'aimerais vraiment ça, que je les ai pas placées en ordre d'importance, mais quand même, celle-là me tient à cœur. Attendre trop longtemps avant de demander de l'aide. Donc, nous, on est partis en vacances au mois d'août. Est-ce qu'on est rendu au mois de janvier?
fait 6 mois. Oui, mais on pensait que ça allait se replacer, là, tu sais, on a essayé des affaires, là. Tu sais, le manque de constance, le manque de cohérence, essayer des affaires sans nécessairement avoir une ligne directrice. Tu sais, c'est pour convaincre un enfant qu'il est bien dans son environnement sommeil, il faut que d'abord et avant tout, tu sois toi-même convaincante. Pour être convaincante, ça te prend un plan de match ici. Pour avoir un plan de match ici, des fois, ça prend quelqu'un qui va t'aider à te faire un plan de match ici. Je suis pas en train de dire que tout le monde devrait appeler Bedaine Urbaine. Il y a des gens qui vont se débrouiller très bien, instinctivement, qui n'auront jamais lu un livre, qui ont peut-être des enfants qui ont des habitudes de sommeil plus béton que la moyenne des enfants. Et ce que je veux dire, c'est que souvent de procrastiner, ben, ça fait que l'habitude qu'on voudrait modifier s'ancre de plus en plus. Elle devient de plus en plus difficile à modifier. J'ai pas dit impossible, j'ai dit plus difficile. Et là, c'est là que ça devient un peu une montagne à gérer. Tu sais, c'est un peu comme si tu attendais que la neige sur ton balcon, on va la pelleter quand elle va atteindre 6 pieds. Quand elle atteint 6 pieds, ben, on va attendre peut-être un pied de plus. Puis là, ben, finalement, le balcon finit par tomber. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, on aurait peut-être dû pelleter le balcon. C'est fait que de trop attendre, ça veut pas dire que à la seconde où on a une mauvaise nuit, il faudrait tout revamper, revoir les habitudes, la routine, puis tu sais, changer le monde, là. Ça veut juste dire que si au bout de 2, 3 semaines, ce que tu as essayé, que tu n'as plus d'idées, que ça commence à peser dans ton quotidien, sur ta relation de couple, sur ton ressenti humain aussi, parce que c'est rare que quand on est fatigué, on est au top de notre patience, ben arrête de vouloir pousser ça dans la poussière en dessous du tapis, puis aie le courage de dire, OK, là, avant que ça devienne trop lourd, ben, je vais peut-être demander de l'aide parce que ça arrive encore trop souvent. Quand j'ouvre ma caméra, quand j'allume, pardon, ma caméra, j'ai des mamans, là, qui pleurent. Quand c'est vraiment rendu, tu sais, on aurait dû se parler. Ça veut pas dire que pour cette maman-là, c'est impossible, mais on aurait dû se parler il y a déjà 3 semaines de ça. OK? C'est pour ça que je me fais quand même une discipline et un honneur, je vous dirais, de ne pas avoir une liste d'attente, justement, de 3 semaines pour prendre un rendez-vous avec la fille de Bedaine Urbaine. Moi, j'essaie toujours d'avoir des disponibilités dans la même semaine où tu ouvres le site Internet de Bedaine Urbaine. Tu es censé être capable d'avoir des conseils le plus rapidement possible. Bon, tu sais, je veux dire, dans la vie où j'aide plusieurs familles en même temps et que je n'ai que 24 heures dans cette journée, mais quand même de procrastiner à essayer de régler le problème, c'est souvent beaucoup plus difficile à gérer par la suite. Puis là, tout le monde est bien déçu en disant, ouais, mais là, pourquoi ça, là, je vais faire ça pendant combien de temps? Je sais pas combien on va faire ça pendant combien de temps. Ouais, mais là, c'est parce que moi, j'ai vraiment besoin de dormir. Ouais, mais c'est parce que si tu m'avais appelé il y a 3 semaines, un mois, tu aurais quand même 3 semaines, un mois de moins de manque de sommeil qui s'est accumulé. Puis probablement qu'on aurait pu stopper l'hémorragie un petit peu plus rapidement. Là, je ne suis pas en train de dire que ça fonctionne en criant ciseaux, loin de là, mais d'être suffisamment courageuse et lucide, de voir que le problème est en train de se gangréner, j'ai goût de dire, puis ça a un impact sur les siestes, ça a un impact sur la garderie, ça a un impact sur tous les membres de la famille. Ben, je trouve que c'est tout à votre honneur. Puis, tu sais, il y a des baby steps à prendre aussi. Je dis pas que la première solution, c'est de prendre une consultation privée, puis de prendre un codé, puis d'avoir un accompagnement pendant un mois. Mais peut-être commencer à te renseigner, à lire un livre. Tu sais, déjà, de mettre un peu le pied dans le mode solution plutôt que de procrastiner, parce que je sais qu'après ça, ça devient très lourd. Tu sais, je prends le cas classique. Petite fille, 3 ans, qui a besoin d'aide pour s'endormir, sauf au début, c'était le fun, ça prenait 15 minutes, elle dormait bien. Et là, on est rendu à 1 an plus tard, ça prend plus 15 minutes, ça prend 3 heures. Il y a des pleurs, on se comprend plus. Puis là, vous espérez que moi, dans un mois, on ait réussi à faire le retrait progressif de façon suffisamment bienveillante et intelligente. Tu sais, je veux dire, oui, il y en a que ça va fonctionner, mais la majorité, ça fait 3 ans qu'on a les mêmes habitudes. Ça prendrait le magicien du sommeil en montadine pour que ça se règle à l'intérieur du mois de suivi. Puis encore là, ben, le mois de suivi, moi, que j'offre avec les consultations privées, c'est beaucoup plus pour vous mettre en confiance, vous outiller pour que par la suite, quand il reste un peu de travail à faire, quand il reste encore des améliorations à apporter dans les habitudes de sommeil, que vous ayez compris justement les besoins derrière ces défis-là pour mieux répondre, pour mieux intervenir, pour aider votre enfant à mieux dormir. Alors ça, c'était la boucle qui nous ramenait à l'erreur numéro 1 que j'expliquais tantôt, de vouloir régler le sommeil de ton enfant sans comprendre les besoins qui se cachent derrière tout ça. C'est pas impossible, mais c'est quand même contre-productif. Ce serait comme de se dire, on aime mieux se laisser, ton père puis moi, au lieu de comprendre pourquoi on en est arrivé là.
Je vous dis pas que c'est pas la solution, mais je vous dirais que de poser des questions, c'est quand même tout à votre avantage avant de vouloir tout changer du jour au lendemain. Alors, 10 erreurs que j'aimerais que tu partages à ta meilleure amie pour être certaine qu'ensemble, on se fasse un cercle vertueux du sommeil, qu'on comprenne ces erreurs-là et qu'on essaie de les éviter le plus possible. Je te dis à très bientôt, Top Top Mom! Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.